Amis judokas passionnés de judo, bienvenue sur Mondo Judo. Durant les différents épisodes de ce podcast, nous irons à la rencontre des acteurs et personnalités qui font le judo d'aujourd'hui. Athlètes au parcours atypique, champions, éducateurs, entraîneurs, dirigeants ou arbitres, bref, nous vous ferons découvrir comment ils se sont construits à travers leur pratique du judo, mais pas que. Ils nous raconteront leurs moments de vie parfois merveilleux, mais aussi difficiles. De souvenirs en anecdotes, bonne écoute à tous. Né à Amiens, mais ayant grandi en majeure partie du côté de Carcassonne, c'est aux côtés de son papa, professeur de judo, qu'il foule ses premiers tatamis. Rapidement passionné par ce sport, il ne tarde pas à intégrer dans un premier temps la classe départementale, puis le pôle France de Bordeaux. À la suite de bons résultats, il termine ses années bordelaises en intégrant l'antichambre de l'INSEP, l'Institut du judo. Au vu de son judo engagé et tenant la dragée haute aux athlètes de l'INSEP, une petite année après son arrivée à Paris, il intègre cette prestigieuse usine à champions. S'ensuit de bons résultats et de grosses blessures, qui le poussent à réfléchir au sens à donner à sa pratique du judo actuelle et future. C'est après une coupure qu'il reprend du plaisir sur les tatamis de son club de Sucy et de Ligy, en parallèle d'une reconversion qui le passionne. Ayant enfin trouvé l'équilibre tant recherché, il reprend la compétition et termine en 2019 vice-champion de France Première Division en moins de 66 kg. Aujourd'hui enseignant à Sucy et très prochainement kiné, il nous parle à travers ce podcast de sa vision du judo et de la quête de sens qui l'anime. Salut Hugo. Salut les gars, salut Loulou, salut Alex. Comment ça va? Bah écoute, très bien, très bien, très Très heureux bien. de partager avec vous ce petit moment. Ouais, tu nous reçois dans ton appartement à Champigny, que tu partages avec Avec Pape Doudou Ndiaye, Pape mon Doudou. coloc depuis bientôt 2 ans. notre bon Pape Doudou. Peut-être qu'un jour il y passera aussi dans Mondo Judo. Certainement, ouais, certainement. On démarre. On Allez. va démarrer, trêve de plaisanterie quand même. Est-ce que Hugo, tu peux nous parler de ta rencontre avec le judo? Comment ça a démarré pour toi? Moi, ma rencontre, c'est un peu une affaire de famille puisque je suis fils de professeur. Donc, mes premiers souvenirs de judo, c'est sur des dojos, pas du tout à Carcassonne, mais proche d'Amiens, puisque je suis né à Amiens et mon père était professeur à Longo. Et donc, j'ai des souvenirs de faire des chutes avant sur les bords des tatamis avec mon père. Mais après, ça a été surtout ma première licence, ça a été au club de Carcassonne, Carcassonne Olympique Judo. Et donc, ouais, voilà, ma rencontre, c'est quand même via mon père, du coup. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours suite à cette rencontre avec le judo? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que tu y prennes goût et que tu t'inscrives dans une... Après, ça a été une transmission de passion. Donc j'ai été licencié à Carcassonne Olympique. J'ai fait mes premières armes là-bas. J'ai intégré la classe départementale de l'Aude, du coup, à Carcassonne quand j'étais au collège. Donc dès le collège, je suis rentré dans une dynamique de sport-études. Après, c'était vraiment la camaraderie à cet âge-là. On a de l'énergie à revendre, alors ça m'allait très bien de faire du judo tous les jours. Et suite à ça, j'ai obtenu une première médaille au championnat de France en cadet. Et en fait, ça m'a ouvert les portes des pôles France. Donc je ne suis pas passé par des pôles à sport. Moi, je suis arrivé en pôle France, je sortais de mon club du coup. Et c'est là où ça a changé un petit peu, la dynamique a changé un petit peu en arrivant à Bordeaux, ça devient un peu plus sérieux, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus de dureté, c'est l'internat, on s'éloigne de la famille, ça prend une autre dimension un peu le parcours sportif. Et ensuite, direction PJ, après ces années, qu'est-ce qui se passe sur ces années de Pôle France à Bordeaux? Les années Pôle France à Bordeaux, ça a été ma rencontre avec Xavier Mondinx, qui finalement c'est quelqu'un qui m'a suivi après du coup sur l'INSEP, donc c'est quelqu'un qui a marqué mon parcours parce que mes années de sportif de haut niveau, quand je parle de mes années sportives de haut niveau, c'est mes années où je suis sur liste ministérielle en tant que sportif de haut niveau. Du coup, Xavier en faisait partie, donc ça a été ça, cette rencontre-là. Après, ça a été la rencontre aussi de
je pense, des amitiés très fortes à Bordeaux. Ça a été marqué par des premiers résultats où mes années juniors sont un peu frustrantes dans le sens où junior 2 j'ai eu des bons résultats, je fais 5e au championnat de France, je participe au tournoi de France et junior 3 j'avais plein d'espoir et j'ai commencé à avoir une des premières blessures, surtout c'était juste avant les championnats de France, sur le tournoi de Brême. En junior, là, un tournoi de Brême qui était assez costaud. C'était très fort. Ouais. Et du coup, première blessure, derrière ça me met out pour les France, et donc ça a été une grosse déception. Des blessures qui arrivent aussi parce qu'en junior, en pôle, on est très mal éduqué sur pas mal de choses, notamment les régimes et l'hygiène de vie. Et je pense que moi, ça en est beaucoup responsable. Et bref, j'arrive quand même à obtenir un billet pour intégrer l'IJ. Après mes années Bordeaux. Donc un an à l'IJ avec Paul Chéry Pesquet. Une année où finalement j'en m'en sors avec un titre au championnat de France universitaire. Et en fait à cette période-là, ça m'a permis en moins de 60 kg. Et ça m'a permis je pense que c'est surtout ça qui m'a permis d'intégrer l'INSEP. Ouais. À ce moment-là où du coup il y avait pas trop de légers. Et donc voilà, je me retrouve en 2011 à l'INSEP. Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur l'IJ en fait, parce que c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui a quand même, je trouve, pas trop mal marché et qui a quand même servi à beaucoup de profils qui n'avaient pas forcément accès tout de suite à l'INSEP. On disait souvent que c'était la succursale de l'INSEP, mais c'était un fonctionnement qui était un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de l'IJ? L'IJ, en fait, c'était un peu l'antichambre de l'INSEP. C'est-à-dire que, en fait, au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont la chance d'intégrer l'INSEP donc, sont très bien suivis. Ils intègrent directement l'INSEP. Les jeunes, maintenant, qui ont la chance de pouvoir intégrer cette structure-là, sont suivis médicalement, socialement, au niveau scolairement aussi. Et sauf que le problème, c'est que comme tout est centralisé sur Paris, les autres qui montent sur Paris, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. S'ils ont la chance d'intégrer des clubs qui peuvent les accompagner, c'est bien. Mais sinon, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et c'est là où nous, on a eu la chance, en tout cas moi, c'était une chance vraiment d'intégrer l'IJ. Du coup, ils nous ont proposé des logements pour nous loger à la cité universitaire. On était encadrés avec des entraînements réguliers. C'était assez intense avec Paul Chéry. Ceux qui le connaissent savent de quoi je parle, mais avec des entraînements à 7h du matin, en préparation physique. Rustique. Rustique, ouais, c'est ça, c'est le mot. Mais c'était intéressant, je pense que ça manque maintenant, puisque, comme je dis là, maintenant ceux qui sont un peu les seconds couteaux, qui arrivent avec beaucoup d'envie mais qui n'ont pas le palmarès pour rentrer à l'INSEP, du coup, c'était mon cas, mine de rien. Du coup, moi je suis rentré, et heureusement que j'ai pu faire ce passage-là. Et puis il n'y a pas que moi, il y a des garçons comme Kylian qui est passé, comme Julien Kermarek, je pense à Guillaume Briou. J'en oublie parce que finalement, beaucoup des gens qui ont intégré l'INSEP et l'équipe de France après sont passés par l'IJ, donc c'était une structure intéressante. Ouais, je pense que ça manquait peut-être un peu d'aménagement. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que si vous faisiez les entraînements le matin à 7h, 6h30, 7h, c'est aussi parce qu'il n'y avait pas vraiment d'aménagement pour les cours, que ça manquait peut-être un petit peu d'aménagement dans l'idée. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens. Ça n'avait pas beaucoup de moyens, c'était la débrouille, quoi. Et c'est là où Paul Chéry maîtrisait avec le peu de moyens qu'il avait, arrivé à créer un groupe. Et voilà, après j'ai fait un an, c'était bien. Et je suis content d'avoir pu intégrer l'INSEP quand même. Donc là, on est en quelle année? 2011. Donc 2011. l'IJ c'est 2010-2011, et donc 2011 j'ai ma place à l'INSEP, quoi. Tu es toujours licencié à Carca quand je monte sur Paris, donc en 2010, on fait le choix du coup de mon père
passe le flambeau, quoi. Il me dit on arrive au bout d'un cycle, tu vas arriver sur Paris, moi j'ai plus grand chose à t'apporter, le club n'a plus grand chose à t'apporter. À ce moment-là, je connaissais Stéphane Auduc qui était venu du coup au club de Carcassonne faire des stages d'été avec Guillaume Alberti. Un stage qui existe toujours, que du coup j'ai repris en passant de l'autre côté. Et donc du coup on s'est rapproché de Stéphane pour voir s'il pouvait me suivre sur Paris. Et donc c'est là où j'ai intégré d'abord l'Olympique Gilles de Nice, donc pendant 2 ans. Et ensuite le club a lâché a arrêté le projet haut niveau le temps de quelques années. Et du coup je suis resté avec Stéphane et en 2012 j'ai intégré Sucy Judo. Ouais, parce qu'il faut dire aussi que Stéphane, il avait la double casquette. Il était entraîneur à Nice, à l'OJN plutôt, et à Sucy en Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Ce qui est toujours le cas, et Nice profite des structures de Sucy. Exactement. C'est un échange de bons procédés parce que du coup ça permet d'avoir un tapis le mercredi au club qui est hyper intéressant. Ceux qui s'entraînent à l'IJ, qui sont pas sur l'INSEP, on arrive le mercredi, il y a un brassage de judoka, c'est top, vraiment. Il y a un super état d'esprit, et c'est vraiment top. Cool. Du coup, ces années à l'INSEP, comment ça se passe nécessairement ? Moi, ça a été vite, ça a été très dur l'adaptation parce que les années où je suis rentré à l'INSEP, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de légers. Ça a été très dur et puis finalement, premier championnat de France donc au mois de novembre, en moins de 60 kg. Je fais 7ème, mais c'est surtout que je me blesse la première fois au genou, donc je me fais une première rupture des croisés, donc opération. Une première galère qui a duré 1 an, mais au moins qui m'aura permis d'arrêter de faire des conneries avec les régimes, avec les catégories de poids. Ça, quand je pense à ça, je repense au podcast que vous avez fait avec Amandine Bouchard qui en a très bien parlé et je pense que ça mérite d'être entendu vraiment surtout chez les jeunes, quoi, parce que ça peut être très destructeur et moi ça a été un genou, je m'en suis relevé. Après ma carrière, je sais pas ce que ça aurait été sans, mais en tout cas voilà, première opération. Derrière du coup je fais le choix de monter en moins de 66 kg. Je reprends l'entraînement. Derrière rencontre avec Darcel qui a été à l'INSEP, qui a été Darcel Lianzi, qui a été un peu une révélation de par je pense qu'on s'est compris, on se comprenait en termes de judo et il m'a énormément apporté. Vraiment en termes de judo, quoi. Sur mon parcours, je pense que c'est lui qui a mon parcours de compétiteur. Le plus marqué. Ouais, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, le plus apporté. En tout cas, il m'a fait prendre confiance en mon judo et du coup, puis même ça a été une révélation par son état d'esprit, sa joie de vivre, qu'il est arrivé, ce qu'il a porté sur le tapis, c'était une fraîcheur et une expertise technique incroyable. C'était magnifique. Il est arrivé, déjà, c'était le seul qui a osé mettre de la musique à l'échauffement à l'INSEP. Ça montre beaucoup de choses. Enfin, c'est pas non plus une révolution, mais mais ça nous a permis de sortir. À l'époque, je dis nous parce que j'étais là aussi. Ça sortir de cette pratique un peu conservatrice du judo. Je suis d'accord avec toi. Ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde en plus. Et il a d'ailleurs à un moment donné repris le groupe moins de 23 c'est pour ça, c'était à ce moment-là où moi je crois qu'il y a eu des super résultats sur cette période-là. Je crois que ça cartonnait pas mal quand même. Ouais, en fait c'était en plus nous c'était à ce moment-là, du coup la Fédé nous sortait en compétition, quoi. On sortait sur des coupes d'Europe, les European Cup. On allait faire, c'était en Angleterre, la Slovénie, la Serbie, un peu toutes les European Cup qu'il pouvait y avoir. Et puis on était vraiment dans une dynamique de travail, c'était hyper positif.
il nous faisait prendre confiance, enfin, en tout cas moi, il m'a fait prendre confiance en moi. Et puis ça se passait bien, quoi. On enchaînait les médailles aussi. Et puis après, je suis arrivé du coup jusqu'à ma première médaille nationale, c'était en 2014, du coup, où je fais 3e à Villebon. Donc là, c'était vraiment, enfin pour moi, ça a été, c'était la médaille après laquelle je courais depuis pas mal de temps, quoi. Donc ça a concrétisé un petit peu pas mal d'années d'investissement et j'en suis très fier. Et voilà, donc ça c'était de 2014. Et cette année-là, ouais, je pense que c'était ma meilleure saison. Ma meilleure saison où je suis sorti un peu sur des European Open. Où j'avais la chance de combattre sur Arsène Galsienne qui avait été champion olympique quelques 2 ans avant. On avait fait un combat à Monaco. Oui, c'était un beau souvenir. Tu l'avais battu un grand Ouvranaguet. On était en équipe ensemble. Ouais, c'est vrai. Grosse boîte de fonguettes sur Galstion, champion olympique, c'est pas rien. C'était beau. Ouais, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, c'est clair. Et du coup, toujours dans une démarche de haut niveau, jusqu'à quand est-ce que tu poursuis ton parcours à l'INSEP? Jusqu'à 2017. En fait, du coup, donc cette saison-là, 2014-2015, arrive le championnat de France par équipe. Un mois et demi avant, en European Open, je fais une grosse commotion cérébrale. Ouais. Et j'ai le souvenir d'avoir été dans le gaz, pas forcément hyper bien accompagné. Un peu livré à moi-même sur la reprise, donc j'ai essayé de refaire judo parce que j'étais le titulaire de mon club en moins de 66 kg, donc il fallait que j'assume aussi cette posture-là pour le club et puis pour moi parce qu'on avait un super groupe à ce moment-là. Et j'ai essayé de m'entraîner, j'arrivais pas, j'avais mal de tête. Là, je pense à Axel Clerget qui a vécu ça là récemment et j'étais un peu dans ce cas-là, quoi. Sauf que je suis arrivé au championnat de France, du coup pas forcément entraîné, puis j'étais pas prêt. Et au deuxième tour, du coup c'est l'autre genou qui a pété, quoi. Deuxième croisé. Deuxième croisé, ouais. Tu vois, la CBB. Le positif c'est qu'on est champion de France ce jour-là. Et que peut-être que ça a été aussi un événement qui fait que les mecs se sont transcendés aussi, parce que derrière Adrien Raymond qui était mon remplaçant et qui était à moins de 60 kg, il a fait une journée de mammouth, enfin, c'était incroyable. J'ai une grosse pensée pour lui là. Et il avait battu Dimitri Dragin, Sacha Flamand en finale, enfin, c'était super journée. Et du coup les mecs ont remporté le premier titre de champion de France pour celui-ci. Ouais. À ce moment-là, quand tu es sur tes années INSEP, tu es interne à l'INSEP? C'est-à-dire que tu habites à l'INSEP ou tu es... Non, moi j'ai jamais été interne. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'affectation à l'INSEP, on m'a dit toi de toute façon tu es déjà en appart, tu es senior, du coup tu vas rester en appart. Il n'y aura pas de place à l'internat pour toi. Du coup, on se débrouille pour trouver un appart à côté. Du coup, autant les internes ont tout qui est payé, nous, il faut qu'on se paye l'appart, il faut qu'on se paye les repas le midi à l'INSEP, alors qu'on est aussi, on a les cours à l'INSEP. Moi, j'étais en licence TAPS à ce moment-là. Les cours à l'INSEP, les entraînements, on passe nos journées à l'INSEP, mais voilà, donc j'étais pas interne. Ok. Et on revient un petit peu dessus, sur ton parcours socio-pro du coup, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais avant, quand tu es à la CTU, tu suis quel parcours? Et après à l'INSEP, je sais que tu as fait un BPGEPS, mais... Ouais, donc moi je suis arrivé, du coup, j'ai toujours eu cette volonté de garder un pied sur la scolarité, peu importe ce que c'était comme formation, mais il m'était pas concevable de lâcher complètement, en fait, parce que j'étais conscient de la précarité de notre situation et qu'on a besoin d'avoir quelque chose derrière. Et puis ma curiosité aussi naturelle fait que j'avais envie de m'ouvrir aussi à autre chose que juste m'entraîner. Donc j'ai fait une licence TAPS que j'ai commencé du coup quand j'étais à l'IJ, que j'ai continué à l'INSEP, que j'ai terminé à l'INSEP.
Ensuite, j'ai intégré, justement, j'ai fait 2 BPGEPS, quoi. Le BPGEPS, ça s'appelait l'AG2F quand je l'ai passé, donc c'est les métiers de la forme. Et le BPGEPS judo. Ok. Voilà, c'était à un moment donné où je savais pas trop où c'est que j'allais professionnellement. Et je savais que ces 2 diplômes me permettaient, quoi qu'il se passe, de pouvoir retomber sur mes pattes et ça me permettait d'avoir une sérénité un peu par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est bien ce que tu dis parce que souvent, quand on est à l'INSEP, il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition. Et c'est vrai que tous les athlètes, en général, hein, tous sports confondus, en profitent pas forcément. C'est-à-dire que des fois, on se dit, bon, ben là, c'est pas ma priorité, quoi. Alors qu'en fait, c'est hyper intéressant. Voilà, si tu es un peu curieux, tu peux mettre un pied un petit peu dans le monde de la préparation physique, du coaching. Tu peux pousser un petit peu plus aussi comment dire, ton niveau de judoka aussi en faisant la formation BPGEPS, mais aussi pour la transmission derrière, ce qui va être important pour toi. Tu le dis à ce moment-là, tu sais pas trop, mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui t'aura beaucoup servi. Non, par c'est la sûr. suite. Moi, déjà, pour moi, c'était une chance d'être à l'INSEP. Enfin, moi, j'étais même parfois, je m'étais surpris d'avoir eu cette chance-là, en tout cas, qu'on m'ait donné cette chance-là. Et moi, je voulais prendre tout ce que j'avais à prendre, c'est-à-dire que les infrastructures, le niveau de connaissance qu'il y a dans les formations, dans tout ça, enfin, moi, ça m'a fait. Puis en fait, ça m'a permis d'avoir un regard critique aussi sur ce qui se passait sur le tapis, parce que on fait une licence TAPS, mention entraînement sportif, on a quand même des intervenants qui sont de qualité, puisque c'est des gens qui travaillent directement sur l'INSEP, donc ils sont dans la haute performance. Et du coup, ça permet d'avoir un œil critique finalement sur ce qu'on fait aussi sur le tapis. Et puis oui, on a tout qui est à disposition, enfin, et puis tout est payé. C'est-à-dire que moi, mes 2 BPGEPS, j'ai pas déboursé un centime. Quand on voit le prix d'une formation aujourd'hui, et ça c'est des choses, des fois, je pense que quand on y est, on se rend pas forcément compte de la chance et peut-être qu'on est aussi en étant très assisté à l'INSEP, on n'a pas conscience, on ne pousse pas à prendre conscience aussi de ça, quoi. La balance, c'est que voilà, on est tellement bien accompagné dans l'objectif de créer de la performance, mais des fois c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que les jeunes ne sont pas trop accompagnés non plus, quoi. Parce qu'après, derrière, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Quand on sort de là, on se dit putain, merde. Putain, souvent, c'est un peu le rejet, quoi. On se retrouve dans l'océan de la vie, de la vraie vie. Comment je fais pour aller, je sais pas, qu'est-ce que c'est la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est la mutuelle, qu'est-ce que putain, faut que je trouve un appart, comment, c'est des trucs comme ça. Je me fasse à bouffer le soir en rentrant. Ah ouais. Et justement, à cette époque, comment est-ce que tu fais pour vivre parce que tu t'entraînes comme un pro finalement dans un monde amateur. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Comme tu dis, tu suis des formations à côté. Tu as des revenus à côté. Comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir vivre décemment? Des revenus, en fait, c'est les clubs. Hein. Nous, c'est les clubs qui nous font vivre, heureusement qu'ils sont là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un contrat pendant 3 ans avec le club qui m'a permis d'être un peu plus tranquille à ce niveau-là. Mais avant ça, c'est parce que j'ai eu une première médaille nationale qui m'a permis d'avoir ça. C'est-à-dire qu'avant ça, c'était tu gagnes 500 € par le club. T'es obligé d'aller faire un peu de coaching. Du coaching privé pour essayer de gagner un peu d'argent. C'est ce qui permet de faire fructifier plus facilement notre expérience et nos connaissances. Et puis ça reste assez intéressant aussi, mais donc ouais, c'est compliqué. C'est 500 compliqué. € sur Paris. C'est compliqué quand on connaît le prix des loyers. Ouais. C'est de la débrouille. Et malheureusement, on est un peu livré à nous-mêmes. Et encore une fois, quoi, heureusement que les clubs sont là et que les clubs prennent des risques pour donner des. Voilà, on est souvent payé en fiche de déplacement ou alors sur des contrats.
c'est bancal. Ouais, mais c'est heureusement qu'on a Ouais, ça, parce bien que si sûr. on n'aurait pas ça, en fait, il y aurait pas de, enfin, on n'aurait pas la masse qu'on a aujourd'hui. Il faudrait revoir en fait le système de haute performance en France, parce que, enfin, déjà de toute façon, c'est bancal et ça l'est de plus en plus. Et est-ce que ça a un lien de cause à effet, une corrélation avec le fait que les performances diminuent? Je ne pourrais pas m'avancer, j'en sais rien. Je parle de l'équipe masculine, hein, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de plus en plus compliqué. Ouais, Et cette quand précarité. et quand on voit tout est centralisé, on est obligé de venir en région parisienne. C'est pas facile quand on n'est pas numéro 1, numéro 2, quoi. Et derrière, ouais, la plupart, je pense que les 3/4 des gens sur l'INSEP travaillent, quoi. La plupart des gens qui sont investis travaillent. Alors c'est au détriment soit peut-être de leur entraînement, de leur hygiène de vie, de leur suivi scolaire, du coup, puisque à un moment donné, il faut aller travailler, et quand on doit faire des études, mener un projet de haut niveau, et avoir une vie de jeune ado aussi, de jeune adulte, il faut que ça prend du temps sur quelque chose à un moment donné. Donc je pense que, ouais, que ça doit avoir des conséquences en tout cas. Ouais. Et toi, cette question personnellement, tu te l'es posée, Ah oui, moi complètement. C'est pour ça que Ouais. quand je suis arrivé en 2017, donc du coup, donc 2015 mon premier croisé, 2016 un an après sur la même compétition, du coup c'était à Lyon cette fois. Une journée où j'avais un calvaire où finalement je me reblesse, le même genou qui avait pété un an avant. le troisième. Le troisième fois du coup. Donc là, je me suis battu, j'ai pas voulu me faire opérer, j'ai pris mon temps, j'ai fait une bonne rééducation. J'avais toujours ce truc de me dire je veux reprendre, je veux être bien dans mon corps, me donner les moyens de prendre cette décision si je devais arrêter ou pas. Il fallait que ça vienne de moi, je voulais pas que ce soit Tu que puisses ce avoir soit le forcé choix. par, voilà, je voulais avoir le choix et pouvoir prendre ce choix, et je pense que c'était important pour pouvoir peut-être tourner la page de ça. Et donc en 2017, du coup, je reprends la compète. J'étais pas bien, que ce soit dans mon entraînement ou les quelques compètes que j'ai faites. J'ai vécu des angoisses terribles parce que tu cours après une image de toi où c'est vrai que je me sentais hyper en forme, hyper performant en 2015. Et je me disais, je commençais à assumer le fait que voilà, je pouvais intégrer l'équipe de France, et c'était des choses qui commençaient à être palpables pour moi. Et là, redescendre sur des niveaux inférieurs, mentalement ça a été dur. Et puis je me suis rendu compte que déjà ça résonnait plus aussi fort pour moi, en tout cas cette quête de performance. Et puis à un moment donné, j'avais 26 ans. Je me disais, mais voilà, 26 ans, mon contrat allait bientôt se terminer. Comment est-ce que j'allais gagner ma vie? Qu'est-ce que j'allais faire après? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Au bout d'un moment, je m'use la santé. Ma carrière va s'arrêter 30-35 ans. J'ai derrière encore à vivre le double. J'ai envie d'avoir mes genoux pour pouvoir aller courir dans la montagne, pour pouvoir aller grimper sur des falaises, pour pouvoir aller faire autre chose, faire des foot avec mes potes les week-ends. Et ça, c'est des choses qui pèsent dans la balance. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, je sais pas si j'arrêterai la compétition, mais en tout cas, je veux un projet de vie qui soit autre que celui-là, qui n'avait plus de sens pour moi, en tout cas. Et voilà, j'avais besoin d'autre chose. Et du coup, quel choix tu fais à ce moment-là? Tu t'orientes vers quoi? Du coup, à ce moment-là, dans un premier temps, je m'oriente vers le DES, vers un projet d'entraînement. Et entre-temps, je fais le choix de demander une entrée en école de kiné. Et du coup, j'ai eu la bonne nouvelle et la chance de pouvoir intégrer l'école de Saint-Maurice, donc, qui accueille les sportifs de haut niveau. Et dans laquelle voilà, j'ai fait mon parcours là, depuis 4 ans. Et ça a été une révélation professionnellement. Et puis ça m'a permis de sortir un peu du microcosme judo, de prendre une bouffée d'air, de prendre du recul sur plein de choses. Et voilà, là, je termine mon cursus là dans 2 mois. Je pense que dans 2 mois, je sais pas combien on est, mais le 13 juillet normalement, c'est bon. Ok, cool.
T'aurais pensé rentrer en école de kiné c'est quelque chose auquel tu avais déjà réfléchi ou à un moment donné, tu es là, tu te dis bon bah je vais voir quoi, de toute façon il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'y mette. Là, c'est quelque chose que j'ai toujours. C'est un milieu qui m'a toujours attiré. Je suis pas du tout. Dans ma famille, personne n'est dans le corps médical ou paramédical. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. D'autant plus quand j'ai eu toutes mes rééducations, hein, les ligaments des croisés. Derrière, c'est un an de rééducation. Donc pendant un an, tu vois plus ton entraîneur que ton kiné que n'importe qui d'autre. Donc j'ai tissé des liens très forts avec les gens qui m'ont suivi. Et puis ça a été une révélation dans le sens où ils m'ont apporté vraiment ce côté humain qui n'existe pas dans le milieu de la haute performance en fait. C'est un milieu qui est très très dur, où on laisse pas trop la place aux sentiments. Et donc, bref, l'occasion s'est proposée. Je me suis dit, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et en fait, ouais, c'est quelque chose qui va me faire kiffer, quoi. C'est sûr. Je sais que c'est un métier qui va me faire kiffer toute ma vie, quoi. Et un concours de circonstances fait que j'ai pu intégrer l'école. Et c'est au fond de moi, je me dis que c'est un juste retour des choses. En parallèle de ça, du coup, tu continues à t'entraîner différemment au judo. Tu es prof de judo aussi à Sucy, tu vas nous en parler. Et finalement, comme je l'ai dit, tu continues à t'entraîner, tu continues à refaire des compétitions finalement. Et tu performes encore puisque tu es vice-champion de France Première Div en 2019. C'est quoi? Tu retrouves du plaisir, tu as retrouvé un équilibre? Ouais, c'est plein de choses. Alors c'est déjà le judo en fait, j'ai jamais arrêté parce que j'ai fait le choix en 2017 d'arrêter l'INSEP. Mais j'aime trop le judo pour arrêter le judo. Moi, je suis vraiment amoureux de cette discipline parce que justement c'est une discipline, c'est pas simplement un sport. Et en fait j'ai continué à m'entraîner parce que j'ai continué à pratiquer en fait. Plus que vraiment m'entraîner pour aller chercher quelque chose, je continue à pratiquer au club. J'ai la chance au club de pouvoir m'entraîner avec des mecs qui sont au top niveau, des mecs en équipe de France, des Luca Mechedze, il y avait Luca Hotman, je pense à lui parce qu'on se bastonnait pas mal le mercredi. Enfin bref, une qualité et du coup après je me suis dit bon ben je vais remettre un pied à l'IJ. Et puis en fait à l'IJ à l'Institut Judo, là, j'ai retrouvé une pratique qui me correspondait parce que on n'a plus cet œil j'appelle ça l'œil de Sauron moi à l'INSEP là, qui pèse et on a l'impression d'être en compétition à l'entraînement. Et moi j'avais discuté avec l'entraîneur qui est actuellement entraîneur au Pôle France de Bordeaux et qui avait fait cette réflexion là, me dire mais quel sport s'entraîne comme s'il était en compétition tous les jours. Et tu vois les footballeurs se faire des situations de match tous les jours à l'entraînement. Non, et nous, c'est tout le temps ça, la compète, à l'entraînement, tous les jours. On a cette pression en fait qui nous inhibe, on n'a pas le droit de prendre du plaisir, de sourire. Et moi, je suis arrivé à l'IJ, j'avais personne qui me disait quoi que ce soit. J'étais en freelance total. Et en fait, j'ai retrouvé un plaisir de faire du judo, de faire tomber. Alors, j'en suis arrivé là aussi parce que j'ai toutes ces années à m'entraîner autant qui font que maintenant j'arrive à surfer un peu là-dessus. Mais ouais, j'ai redécouvert une pratique où le judo était au centre de tout. Moi, c'était mon plaisir de mettre des boîtes, de mettre Rippon, de mettre les mecs sur le dos, peu importe qui c'est qu'il y avait en face. Et en fait, ça m'a ramené petit à petit vers la compétition. Parce que des fois, les mecs de l'INSEP venaient, et puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu n'y retournerais pas maintenant que tu as le recul, finalement, pour aller chercher autre chose sur la compète, quoi, juste d'aller chercher juste le fait d'aller chercher une médaille, quoi. C'est vraiment d'aller chercher autre chose, d'aller te confronter à ces mecs-là. Tu vois que là tu es libéré de quelque chose et que tu kiffes, vas-y. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là. J'ai pas repris le judo pour aller faire de la compète, mais j'ai repris la compète parce que j'avais repris le judo et parce que
parce que j'ai encore la forme physique qui me permet d'aller m'amuser sur ces événements-là, quoi. Et c'était ouais. Ouais, vas-y. Bref, et donc du coup je voulais juste dire et qu'en parallèle du coup donc en 2017 j'ai intégré le staff technique de Sucy Judo, d'abord les cadets, puis maintenant les cadets juniors, j'interviens surtout. Ta fréquence du coup d'entraînement quand elle est comment en fait? On passe de, j'imagine, ce qu'on a connu c'est tous les jours, 2 fois par jour. Ouais. À Je passe de un entraînement Ligi, un entraînement au club, donc 2 séances de randonnée dans la semaine. Et puis à côté de ça, bon, je suis sur le tapis, donc des fois je bouge un peu avec les jeunes quand je fais mes cours de judo. Et puis une séance ou deux d'escalade parce que c'est quelque chose que j'ai découvert et que je trouve qui est hyper complémentaire. Parce que j'ai besoin de m'amuser. J'arrive à un moment donné où j'ai plus envie de me mettre dans une salle de muscu, courir après des plots, soulever de la fonte, ça m'intéresse plus, j'y vois plus d'intérêt vraiment. Et donc du coup j'ai trouvé j'ai une pratique corporelle qui est vraiment hyper intéressante et hyper complémentaire avec le judo. Donc ouais, j'ai diminué ma charge d'entraînement de x3, x4 peut-être. mais un plaisir retrouvé. Mais ouais, mais par contre l'intention que j'y mets, en fait l'intention que je mets dans ce que je fais, mais tellement différente de ce que je pouvais faire en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où on va à l'entraînement pour pointer, quoi. On donne cette image-là de devenir des fonctionnaires du judo, mais finalement là, c'est triste, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné où il faut y aller, il faut pointer, on n'a plus le gaz, on n'a plus l'énergie physique ou mentale pour essayer de faire tomber les mecs. Alors du coup, on fait de la baston. On fait de la baston et on ne tombe plus. Et en fait, c'est malheureusement, moi c'est un peu le regard critique que j'en ai. À tort ou à raison, j'en sais rien, parce que je suis tellement imprégné de ce que j'ai vécu que ça biaise peut-être mon regard, mais en tout cas, moi je vois des gens sclérosés parce que on est épuisé mentalement et du coup il n'y a pas justement cette balance, cet équilibre dans lequel moi je crois en tout cas, un équilibre mental qui fait que des fois, pourquoi est-ce que quand on revient de blessure et qu'on a passé du temps on n'a pas fait du judo pendant des mois, mais qu'on a cultivé cette flamme, cette envie, on arrive, on est surjuteux et voilà. Pourquoi est-ce qu'on cultiverait pas ça un peu plus régulièrement, tu vois? Enfin, moi, en tout cas, c'est des questions que je me pose. Et là, ouais, je m'entraîne 2 fois par jour, 2 fois par semaine en judo. Mais ouais, du coup, l'intensité que je suis capable de mettre, l'intention que je suis capable de mettre dans chacun de mes mouvements, dans chacun de mes uchikomi, en fait, c'est tellement plus efficace que de passer des heures à me poser, à me demander mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais, tu retrouves du sens. Voilà, vraiment. Chaque minute que tu passes sur le tapis, là, ça a vraiment du sens. Ouais, c'est clair. Et puis du coup, quand j'arrive en compète, encore une fois, j'y vais plus parce qu'il faut aller faire la compète, c'est que j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de me confronter, j'ai envie de voir ce que je vaux vers les autres, j'ai envie d'aller vivre des émotions, des expériences. Je pense que en tout cas, pour moi, c'est hyper important. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais cette quête de sens dans ce que je faisais, moi, ça. Mine de rien, cette médaille en 2019, ça m'a conforté, en tout cas, dans cette croyance-là, et je la cultive à fond. Et c'est ce que je prêcherai comme. Dans ce que je dirais sur le tapis ou en dehors, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, et en préparant un petit peu le podcast, on avait ciblé un thème, du coup je pense qu'il arrive à ce moment-là, c'est la place de la compétition dans l'entraînement. Du coup pour toi, aujourd'hui, comme tu dis, tu es en compétition en fait toute l'année, parce que sur le tapis tu es en compétition, et en fait à un moment donné, tu te manges le cerveau parce que tu es en compète sur le tapis avec les mecs avec qui tu t'entraînes, de la même catégorie. Tu es en compète quand tu vas sur la piste d'athlé parce que tu as toujours, comme tu dis, l'œil de Sauron qui est au-dessus et qui te. Oula, il est derrière, oulala, il repasse devant, là, tac. Tu es toujours un peu. Alors, des fois, peut-être que c'est juste dans la tête, hein. Peut-être que des fois, on se monte la tête aussi un peu comme ça.
Et toi aujourd'hui, avec le recul que tu as, et ça nous intéresse aussi de savoir ce que tu fais passer comme message aux jeunes par rapport à la compétition, quelle place tu lui donnerais à la compétition dans l'entraînement? En fait, ce que j'ai compris après coup, mais c'est que en fait, la compétition, pour moi, c'est en gros, c'est se regarder, c'est se regarder soi devant un miroir qui te montre tous les défauts. Et en fait, c'est ça moi, qui m'anime, c'est d'aller me confronter à mon image, à mes défauts, à mes manquements, à mes failles. Et en fait, trop souvent, on a réduit, on valorise la compétition. Donc, je m'écarte un petit peu de la question que tu m'as posée, mais j'y reviendrai après. Mais réduire la compétition à une quête de médaille, en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est réducteur, mais et c'est là où moi je me suis perdu parce que ça me parlait pas. Et toujours mettre de la concurrence tout le temps, juste d'être meilleur que ci, meilleur que l'autre, se faire la guerre tout le temps, tous les jours avec des mecs. En fait, on passe tous les jours avec des mecs, il fallait qu'on s'arrache la tête à chaque fois, mais non, au bout d'un moment, en fait, moi clairement, peut-être parce que c'est dans ma nature, mais je trouve que c'est qu'on se trompe et que du coup, on s'éloigne de notre discipline justement. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait du judo et pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi d'aller faire, je sais pas moi, du MMA du coup, si on veut vraiment arracher la tête à tout le monde et faire la bagarre comme on nous répète tout le temps, tous les jours, il faut faire la baston, il faut faire la baston. Oui, on fait un sport de combat, d'accord, il y a de l'opposition, mais putain, on fait du judo avant tout quand même. On fait du judo et maintenant quelqu'un qui va valoriser un peu du coup le judo, on va dire ouais, c'est quelqu'un qui fait du beau judo. Non, c'est quelqu'un qui fait du judo. Il a compris, il enseigne du judo. Et c'est juste qu'il y en a qui enseignent le MMA en fait. Et, et, et c'est ça où on a tendance à se perdre, en tout cas moi, où je me suis perdu et ça n'avait plus de sens. C'est que du coup, cette compétition-là, j'allais plus chercher en fait ce qui m'intéressait. Et puis maintenant, je comprends qu'en fait, c'est juste aller se confronter à soi, aller se mettre au défi. Et en fait, moi, ce que je valorise dans mon enseignement, c'est ça, c'est que si on valorise uniquement la médaille, en fait, on va perdre trop de monde. On va perdre trop de monde parce que c'est une minorité qui va aller chercher sur une compète. Il y a 4 médaillés pour 40 participants. Qu'est-ce qu'on en fait des gens qui sont derrière? Alors peut-être que c'est un discours il y en a qui vont dire que c'est un discours de perdant, j'en sais rien, mais moi je valorise la progression. Je valorise le courage d'aller se mettre dans un carré. Ça, c'est des choses qui feront avancer n'importe qui. Et si on valorise pas cette prise de risque là d'aller affronter ses peurs, d'aller se regarder dans un miroir, d'aller se faire mettre sur le dos, putain, c'est tellement humiliant que si en plus de ça, quand tu rentres, on vient t'insulter parce que t'as pas ramené la médaille. Et puis finalement, pour moi, on se trompe et du coup derrière, on n'a plus d'objectif de progression et c'est là où ça joue sur l'entraînement, c'est-à-dire que du coup, si tous les jours il faut que je gagne, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il faut que je gagne mon combat, donc de l'autre côté, ça veut dire qu'il ne faut pas que je tombe, parce que si je tombe, j'ai perdu. Donc s'il ne faut pas que je tombe, je bloque tout, je m'enraidis et derrière, les tauris, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc en fait, personne ne s'exprime, personne ne progresse, personne n'évolue. Et finalement, ouais, c'est bien, en championnat de France, c'est cool, mais dès qu'on arrive à l'international, en fait, on en voit les limites. Et en fait, ce problème, c'est que ce modèle-là arrive très tôt. Donc très tôt, dès qu'on est en pôle espoir, on a ces objectifs de performance. Et c'est d'aller chercher la médaille. Et en fait, c'est des gens qui sont en pleine recherche, ils sont en plein développement en termes de judo. Et du coup, en fait, on brûle les étapes. Et en tout cas, moi, voilà, c'est quelque chose que vraiment je vais valoriser à fond dans mon enseignement. C'est que
Mais moi, j'en ai rien à foutre de former des champions. Si moi, le mec, il a compris pourquoi il faisait du judo, ce que ça lui apporterait dans la vie, et que derrière, il est champion, mais Mazel Tov, pourquoi pas, tu vois, parce que derrière, ok, le fait d'être champion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es confronté au meilleur, t'es allé voir, t'as pu atteindre une expertise énorme dans ce que tu fais, c'est magnifique. Mais par contre, si moi tu me dis demain, je sais pas, moi, s'il faut, est-ce que demain tu as envie d'être juste champion olympique? Bon, juste pour avoir la médaille, ça, voilà, moi ça m'intéresse pas forcément. Par contre, voilà, aller m'amuser en championnat de France, ça marchera. On va me dire, bah tiens, tu es sélectionné pour aller faire un 3 de Paris. Je serai hyper excité, j'irai m'amuser. Ça marche, bah je sais pas, pourquoi pas, je me donne pas de limite. Mais par contre, je garderai cette ligne directrice voilà, Notion de plaisir avant tout. Voilà, notion de plaisir et aller se regarder, et aller jouer avec les autres et aller se mettre des défis et aller toucher un petit peu cette expertise du mouvement, cette expertise de notre sport, quoi. C'est pas dans 10 ans, dans 10 ans ce sera trop tard, quoi. Et c'est maintenant que moi je me sens vivant sur un tapis, quoi, vraiment. Enfin bref, je me suis un peu éparpillé quand je parle de ça. On sent que c'est ancré chez toi cette notion de plaisir et de bien-être psychologique qui en devient indispensable pour performer au final. Et la performance, ce n'est que l'aboutissement ou le point final de tout ça. Ouais, mais avant, il y a tellement à construire. En fait. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, on en retiendra. Encore une fois, on a des très grands champions, mais en fait, vouloir être le meilleur, c'est une quête sans fin. C'est une quête sans fin et dans laquelle on va s'épuiser et dans laquelle finalement, le jour où ça s'arrête, ben, on va vouloir essayer peut-être de continuer à l'avoir en tant qu'entraîneur. On va vouloir briller à la place des athlètes. Mais en fait, non, c'est pour ça que moi je veux dire, j'ai pas la carrière qu'a eu Teddy Riner, hein, mais je suis tellement bien dans mes baskets et ouais, c'est pour ça que j'ai cette envie de faire du judo, de continuer à progresser, passer mes grades. Et moi, ça me tue quand je vois des gens qui donnent tellement dans le judo et qui arrêtent la compétition et qui arrêtent le judo. Et ça me tue parce que ça montre à quel point en fait, on donne plus de sens à ce qu'on fait. On donne plus de sens à ce qu'est l'essence même de notre pratique, de cet art martial. Et c'est ça qui me chagrine un petit peu parce que c'est bien plus que ça en fait. Quand on en sort un petit peu de la compète, on se rend compte que finalement c'est une partie de notre pratique en tant que judoka. Mais on est judoka toute notre vie et on est compétiteur un temps. Et donc si on regarde, pour moi le judo ça reste un outil. Qu'est-ce qu'on recherche dans cet outil-là, c'est de comprendre un petit peu, je sais pas moi, si on veut chercher des grandes théories, c'est comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on est ici, quel est le sens à tout ça. Ben voilà, moi ça a été ma voie spirituelle un peu, tu vois, le judo, de me donner des réponses un peu à tout ça, et ça va bien au-delà de gagner des médailles, quoi. Et en tout cas moi c'est un message que je transmettrai, c'est faire des champions, ça c'est beau, mais faire des gens accomplis et équilibrés, justement, pour moi c'est le plus important, plus important. Peut-être parce que je suis dans la santé maintenant et que j'ai un regard un peu médical et que justement j'ai ce regard un peu plus santé, physique et mentale, et c'est tellement un outil d'épanouissement personnel magnifique que moi c'est ça que je veux valoriser avant tout. Moi, j'ai une question du coup, est-ce qu'avec tout le temps que j'ai passé en kiné, je peux valider une année ou au moins un semestre avec tout ça parce que... Je peux dire que moi quand je suis arrivé à l'école, c'est sûr que je me suis rendu compte que
je partais loin par rapport à ceux qui arrivent de médecine. Hein. Tout ça, c'était des machines de travail. Mais par contre, moi, on m'a tellement mis les mains sur le corps toute ma vie que je sais toucher quelqu'un. T'as des... Bien sûr. Même j'ai tellement passé de temps dans des cabinets médicaux de kiné que j'ai tellement vu de choses qu'en fait, ouais, Ouais. j'ai pas validé d'UE en particulier, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai acquis des compétences. Pour la petite anecdote, t'as même été mon Ouais, kiné, exact. hein, à un moment donné. Hein. Ah, j'étais deuxième année, j'ai rééduqué ton genou toi aussi. Ça c'était assez marrant quand même. On a pris une petite période de galère en centre de rééduc, j'étais qu'avec des vieux quasiment. Et petite bouffée d'oxygène, mon Hugo qui vient me faire des séances de rééduc quand même. Ça, c'était beau aussi quand même. Bon, on va arriver sur la fin du podcast bientôt. On a encore quelques petites questions à te poser. Notamment, est-ce qu'il y aurait une personne ou des gens dans ton parcours qui t'ont marqué? Alors, tu as parlé un petit peu de Darcel. C'est marrant parce que Darcel, ça revient. Arthur nous parlait aussi de Darcel. Ouais. Darcel, ouais, oui, forcément Darcel, de toute façon, ça en fait partie parce que je pense que c'est un mec qui aime le judo et ça se ressent quoi, ça se ressent, il transpire le judo et puis je pense qu'on avait des aptitudes, j'ai pas le physique de Darcel, j'ai pas sa carrière, mais en tout cas on avait des sensations et j'arrivais à piger des choses dans son judo et en tout cas ça a vite matché. Voilà, parce que Darcel il a un super judo, mais ça s'adapte pas forcément à tout le monde non plus. Hein. Tout le monde n'est pas capable de faire ces petits pas là, ces petits pas de danse sur le tatami. En tout cas, moi ça m'a parlé. Tu les maîtrises plutôt bien, toi, les petits pas de danse. Ça, on pourra faire un autre podcast si tu veux. mais ouais, non, Darcel, il m'a carrément marqué. Et puis, je me rends compte que dans mon enseignement, je suis imprégné des séances techniques qu'on a fait ensemble, quoi. C'était hyper novateur, on avait l'impression Darcel quand il arrivait. Je me souviens, il nous faisait travailler avec les masques qu'on me donne dans les avions là, pour dormir. Travailler avec les masques, travailler en musique, voilà, travailler beaucoup avec les sensitifs et énormes. Voilà, et on avait l'impression de passer dans un. Enfin, tout ce qu'on avait connu sur le tapis avec lui, enfin, à ce qu'on avait connu avant, et quand on passait un peu avec Darcel, on avait l'impression de faire des trucs un peu de fou, alors qu'en vrai. Non, mais en fait, il a des sensations terribles. Il est dans une sensorialité énorme, Darcel, et c'est ça. En fait, pour le comprendre, il faut que lui démontre des choses sur vous, quoi. Alors, moi, la première fois qu'il m'a pris et qu'il m'a dit regarde, fais comme ça, tu le sens là? J'ai dit putain, ouais. Ah, putain, ouais. Ah, ouais, c'est terrible. Et ça a été des révélations. Après, voilà, il y en a quand même des gens qui ont. Je peux pas dire. Je vais pas résumer non plus mon parcours à ça parce qu'il y a tellement de gens qui ont gravité autour. Moi, je pense à. C'est quand même mon père et Claude Ournac, qui est notre enseignant de Carcassonne Olympique, judo, qui m'ont apporté énormément, qui m'ont appris à faire le judo. Après, derrière, je pense à Xavier Mondinx qui m'a suivi donc, sur Bordeaux, sur l'INSEP. Je pense à Darcel, je pense à Steph, au Duc forcément. Pareil, on se suit depuis 2010. Il m'a vu dans les galères et puis dans le bon en 2014 et en 2019. Puis je pense à Steph Nguyen, beaucoup, franchement, qui a été toujours bienveillante et un soutien énorme, qui est médecin de l'INSEP, médecin des équipes de France du judo. Et Étienne Filard, kiné aussi à l'INSEP, qui m'a apporté un peu ce soutien, cette humanité qu'on n'a pas trop dans ce milieu d'hyper performance. Et ça a été des bouffées d'air, quoi. Et aussi Myriam Salmi, avec qui j'ai travaillé pendant 3-4 ans. Et pareil, qui a été, je pense, qui m'a fait grandir à vitesse grand V, quoi.
tout cas, qui m'a fait prendre conscience de plein de choses et qui m'a aidé à avoir des signes. Ça m'a fait prendre du recul sur plein de choses, quoi. Et voilà, c'est des gens vraiment qui m'ont marqué. Maintenant, question assez difficile. Si on devait résumer tout ça en 2 moments, un moment flop, un moment top, lesquels tu retiendrais sur tout ton parcours de judoka ou tout ton parcours de vie? Les moments flop. Bon, finalement, c'est difficile de donner un moment flop parce que après, ça fait partie de moi maintenant, Ouais, c'est bien là. sûr. Mais il y a quand même un flop. Moi, chaque fois que j'y repense, j'ai des frissons. C'est ma journée championnat de France par équipe en 2016, du coup à Lyon. Le 3e croisé, du coup. Ouais, c'était un calvaire cette compétition. Ah, vraiment, j'ai vécu une angoisse. Premier tour en plus. Je prends Franck Party, qui est maintenant qui fait partie du staff à Sucy. On en avait rediscuté. Bam, je prends un salto avant. Premier combat, mais je sentais déjà que j'étais crispé, pas bien, angoissé, peur de perdre, peur de mal faire, peur de machin, peur de me faire mal. Pas du tout prêt, quoi. Deuxième tour, je prends un junior, bam, je me fais égorger. Normalement, une compétition individuelle, tu perds 2 fois, c'est fini. Et là, on sort des poules, puisque c'était des poules, il faut y retourner. On retombe assez bébé. L'équipe contre qui je m'étais blessé, et je pensais que j'allais reprendre le même mec. Et puis je me dis, bon allez, vas-y, c'est pas grave, allez, on y retourne, il faut Ça va passer, quoi. allez, hein. voilà, guérir le mal par le mal, quoi. On va vaincre ces démons, on y va. Putain, et là, plaf, c'est le genou qui repète. Là, c'était. Romain Poussin. Romain Poussin, c'était le premier, là, c'était Kamel Mohamedi. Kamel. Et bon, c'est comme ça, c'est le destin. Ça reste 2 amis, 2 personnes que j'apprécie énormément. Et là, c'était vraiment le. Ah ouais, c'était dur. Ouais, dur à accepter, vraiment. Mais flop, top derrière. Donc finalement, ça fait partie aussi de moi et ça m'a donné des grandes leçons. Donc je suis très au clair avec ça. Mais après, les tops, je dirais 3 tops, c'est. On avait dit 1. On a Non, dit je un. rigole, allez, garde les 3. Ma médaille cadet, ou France cadet, parce que c'est l'insouciance de la première. Vous l'avez vécu aussi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi ça a été quelque chose de. Voilà, moi c'était du jeu le judo, quoi. J'étais là, je me suis retrouvé champion de France, je connaissais personne, tac tac, 3e en France, trop bien. Comme Loïc. Donc c'était magnifique, quoi. C'est l'insouciance après le 2014, parce que là c'était plus un accomplissement. J'ai senti vraiment à mon niveau, quoi, avec moi faire une médaille au championnat de France, j'ai eu ce sentiment d'accomplissement et c'était bien. Et puis 2019, c'est un peu les pages qui se tournent sur toutes mes galères, en fait. Et pareil, c'était une joie terrible, parce que d'arriver pour moi, c'était je mets un point final à tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est derrière moi. Je suis capable de revenir, de refaire une finale au championnat de France. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Tu as été champion de France quelques minutes en plus, tu menais au hasard. Putain, ouais. Putain de merde. Ouais, C'est le judo, ça aussi. Bravo à Reda, Ouais. qui a renversé la situation. Mais bon, c'est vrai que là, du coup, sur cette finale, j'ai senti le manque. C'est là où deux entraînements par semaine, c'est pas assez. Hein. Ouais, bien sûr, oui. C'est bien pour s'amuser un peu, mais il m'a rappelé à l'ordre quand même. On n'oublie pas que tu avais quand même des années de très haut niveau. Évidemment, c'est pour ça, c'est ça qu'on dit toujours. Sans ça, c'est difficilement faisable. Voilà. Je dirais impossible. Mais... Non, c'est impossible, c'est sûr. Super. Eh ben, on va bientôt toucher la fin de ce podcast. Il nous reste 1 ou 2 petites questions peut-être. Si tu avais le pouvoir aujourd'hui de retourner en arrière et de changer un truc. Alors un truc c'est dur, hein, mais ouais. Non, franchement, souvent cette question, on se la pose. Mais... Question à la con. Mais mais rien, honnêtement rien, parce qu'aujourd'hui, j'ai fêté mes 30 ans, je me sens, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre, des livres qui se terminent, des chapitres de ma vie qui se terminent petit à petit, et je suis bien dans ce que je fais, je suis fier de, vraiment,
Et j'espère que tous les gens qui ne sont pas champions olympiques, ils peuvent ressentir la fierté que moi j'ai, en tout cas, de mon parcours, quoi, de mon parcours. Et en fait, tout ce qui s'est passé, même si ça a été de la galère, même si, voilà, en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en paix un peu avec tout ça. Et non, franchement, je ne changerais rien. Peut-être que j'aurais pu avoir plus. Des fois, je me dis que j'avais pas assez conscience de mes forces sur le tapis, à un moment où j'étais vraiment entraîné, vraiment en forme. Et je pense que si j'avais un peu plus cru sans rien changer, mais juste un peu plus d'estime de soi, un peu plus de croire vraiment en ses capacités, peut-être que ça m'aurait aidé à franchir un petit cap. Mais ça aurait pas changé grand-chose de toute façon. Donc ouais, non, je changerais pas grand-chose. Tant mieux. De toute façon, je peux pas, donc Voilà, au moins c'est réglé. au moins c'est réglé. Un petit mot pour terminer, un petit conseil ou quelque chose dont tu aimerais parler avant qu'on se quitte. On peut. J'ai un truc qui me vient en tête, qui résume un petit peu les échanges qu'on a eus. C'est je fais un hommage à notre Koga, le disparu il y a peu, qui moi était voilà, quand j'étais gamin, j'ai appris le judo en regardant ses vidéos. Enfin, j'exagère, mais j'étais fan de ce mec-là. Et en fait, il y a un article qui est sorti où une citation de lui, du coup. Alors, je vais la faire avec mes mots, mais il donne en gros trois axes pour être fort en judo. Le premier, c'est travailler fort les bases du judo, l'essence du judo avant de vouloir gagner, et l'appliquer vraiment tous les jours à l'entraînement, de développer des bases fortes en judo. La deuxième chose qu'il dit, c'est ne s'attacher qu'au ippon, qu'à la beauté du ippon et l'exigence du ippon. Et la dernière chose, c'est de garder toujours de la gratitude et du respect envers ses partenaires, parce que finalement c'est par eux, c'est avec eux qu'on va progresser, qu'on va s'exprimer. Et moi, des fois, ça me fait vraiment, ça me donne mal au cœur quand je vais en compétition et que je vois toute cette haine entre des compétiteurs ou avec des entraîneurs sur la chaise ou dans le gradin. Et on s'éloigne de l'essence, encore une fois, de notre discipline. Et c'est là où la compétition prend le pas sur le judo en lui-même. Et c'est là où moi, ça m'attriste un peu. Et du coup, quand j'ai lu ces mots, je me dis, bah ouais, le mec, il a tout compris. En fait, il le dit bien mieux que nous tous. Et en plus de ça, il l'a incarné. Donc, mais voilà, c'est vraiment des choses qui, moi, me résonnent en moi. Et ouais, ça fait bien pour un petit message de fin. Nickel. Hugo Koga. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était cool. Merci mille fois, c'était top. Merci Hugo. Merci de m'avoir offert cette petit espace c'était un d'expression. plaisir pour nous. Bah écoute, un plaisir. Je suis pareil, moi je dis ça après tous les podcasts, mais je suis sûr que ça va plaire à pas mal de monde. Et puis que ça risque de résonner aussi dans la tête de certains qui sont encore sur le tapis peut-être en ce moment. Ouais, j'espère. Et puis si on peut aussi lancer une petite invite à Darcel, on sait jamais. Si tu traînes sur... Avec plaisir, on lui enverra le podcast. Voilà, on t'enverra le podcast et voilà, peut-être qu'on lance une invitation par la même occasion. Ça marche. Voilà, Et merci ciao tout le monde, merci encore Hugo. Salut les gars, merci à vous. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous suivre sur Instagram et à nous soumettre vos idées. À très vite.